Donc, c'est pour ça justement que quand on revient sur le cas du Rwanda, je vous dis que le crédit doit revenir aux Rwandais, dans le sens qu'ils ont pris un modèle et ils l'ont vraiment appliqué à toutes sortes de secteurs. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions qu'ils ont développées qui sont des solutions novatrices, purement rwandaises, basées sur le même genre d'idées en fait. Et est-ce que justement, arrêtons-nous sur le cas du Rwanda, puisque pour vous c'est un cas emblématique, alors ça pose une autre question. Est-ce que développement économique, croissance, création de secteurs privés, est-ce que c'est compatible avec démocratie institutionnelle? Parce que souvent ce que les gens disent, c'est que le Rwanda c'est un pays qui fait des bonnes performances en matière de croissance, en matière de business, mais en matière de démocratie, c'est un pays qui a ses limites. Il est encore assez autoritaire. Écoutez, je crois qu'il faut quand même faire attention. Parlons franc-jeu. C'est ça. Je pense qu'il faut faire attention. Je crois qu'il faut faire attention parce que je pense que souvent l'argument qui vient en disant oui, mais il y a un manque de démocratie est un peu un argument qui vise, si vous voulez, à produire une sorte de décompte sur les accomplissements que le Rwanda a pu faire. Je crois quand même qu'en 15 ans, c'est un pays qui vient d'un génocide, qui en 15 ans a pu faire ce que beaucoup de nations n'ont pas pu faire en 50 ans. Donc je crois que au lieu que le débat soit sur ce qu'il manque, ou soit sur le fait qu'il y a des endroits où il peut s'améliorer, l'idée ici, c'est pas de dire que c'est un pays qui est parfait, c'est de dire quels sont les éléments qui ont aidé, qui peuvent aussi faire une différence. Et je ne pense pas que le but non plus soit de dire on veut avoir un modèle rwandais qui soit appliqué à toutes les nations. Je crois que la clé du succès du Rwanda, justement, c'est d'avoir dit on va s'asseoir en tant que Rwandais et réfléchir à nos problèmes et trouver des solutions propres. Et je crois que c'est le même genre de problématique que tout pays africain doit peut-être essayer de faire. C'est vrai que chaque situation a sa particularité. Absolument. Mais les modèles peuvent aussi être transposés, ou en tout cas on peut s'en inspirer. Oui, la absolument. preuve, c'est que le président rwandais lui-même prend souvent comme modèle les tigres de l'Asie. Il s'inspire beaucoup de Singapour en disant ce que les Asiatiques ont pu faire, nous aussi on pourrait le faire. Mais quand on voit ce modèle asiatique, c'est des modèles de régimes forts, autoritaires, mais avec une véritable volonté politique de dynamiser l'économie. Oui et non, je pense que ça dépend de qui est-ce que vous regardez. Si vous regardez Singapour, c'est vrai, petite économie, régime très très fort. Vous regardez la Corée, c'est déjà un peu différent, dans le sens que la Corée, c'est quand même une économie beaucoup plus grosse, avec de la corruption, avec des difficultés. Donc il est vraiment difficile de dire que la Corée c'est comme Singapour. Donc je veux dire par là que dans tous ces modèles-là, ce qui est important, c'est encore une fois la mentalité. Donc c'est vraiment l'attitude que les leaders, l'attitude que les acteurs ont, qui est de dire nous allons trouver des solutions à nos propres problèmes et nous reconnaissons que ces solutions-là passent par une remise en question des hypothèses qui nous ont mises dans la situation actuelle et nous reconnaissons que le secteur privé quelque part a un rôle à jouer. Et je crois vraiment que c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Et alors, mis à part le Rwanda, quels sont les autres pays africains sur lesquels vous travaillez? Écoutez, les autres pays africains sur lesquels nous travaillons, nous avons pris présentement en fait une initiative dans le domaine du bois au Cameroun, nous avons une initiative dans le domaine du manioc au Congo, Brazzaville, nous avons une initiative en partenariat avec Chevron en Angola, où nous travaillons sur les problématiques d'incubation d'entreprises, ainsi qu'un nouveau modèle de développement économique pour la province du Cabinda. Nous avons en fait une initiative avec le gouvernement du Sud-Soudan sur la mise en place d'un programme de compétitivité. Donc nous avons comme ça, si vous voulez, différentes initiatives de type compétitivité. Nous avons aussi ce qu'on appelle le programme Pionnier pour la prospérité, qui est une compétition dont le but justement est de promouvoir et de récompenser les entrepreneurs dont le modèle de développement est unique. Exactement. Alors, en termes de compétitivité, est-ce que l'Afrique peut-elle justement faire des pas de géant, ou en tout cas des sauts qualitatifs, tant que le problème de base n'est pas réglé, le problème en termes de pauvreté, d'infrastructure et d'alphabétisation? Par exemple, je veux dire, avant de parler de compétitivité, avant de se mettre en concurrence avec des autres, il faut d'abord avoir la base, l'infrastructure de base, qui peut nous permettre d'avoir la tête hors de l'eau. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que ces contraintes-là sont réelles et ce serait, je pense, non informé et malhonnête d'ignorer ces contraintes-là. C'est vrai qu'il faut commencer par le début, il faut commencer où on est. Donc les problèmes qu'on a sont réels.
Mais j'aimerais peut-être attirer votre attention sur le fait que ces problèmes-là sont des opportunités. Ce que je veux dire par là, quand on parle par exemple de problèmes d'infrastructure, oui, il n'y a pas d'accès à l'électricité, bon, ben, ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, que vous avez une solution novatrice, l'Afrique est un continent où vous pouvez faire beaucoup d'argent. Quand on parle d'alphabétisation, aujourd'hui, on se rend compte que la majorité de l'éducation est faite par des institutions privées. Donc je pense qu'il faut regarder encore une fois chacune des contraintes que nous avons comme étant des opportunités pour des entrepreneurs locaux qui comprennent vraiment ces problèmes-là, de mettre en place des solutions novatrices. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas vraiment le loisir et le luxe d'attendre que nos problèmes soient réglés avant de compétir. Aujourd'hui, on parle par exemple des États-Unis qui pendant longtemps ont été vraiment le fer de lance du développement économique, le modèle de référence. La crise économique et financière de l'an dernier a montré que même Goliath avait des faiblesses. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est une crise qui a vraiment secoué la base même du modèle américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les interventions qu'il fallait pour. Ils sont en train de remettre en place, de remettre en cause un peu le système pour voir ce qui a créé le problème et ils avancent. Donc je pense qu'on doit vraiment créer une culture où nous réussissons à avancer tant bien que mal. Et je pense que je ne suis pas de ceux qui se disent que les problèmes sont insurmontables. Je pense que les problèmes sont des opportunités. Et je pense surtout que le continent africain a tellement d'atouts qui le mettent dans une position où il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas parmi les premières puissances dans le 21e siècle. Je crois que ce qui est fondamental, encore une fois, c'est que ce changement de mentalité-là s'opère, où nous essayons vraiment de mettre en place les solutions qu'il faut. Alors, autre question, vous êtes très dans l'esprit de promouvoir le secteur privé. Vous venez par exemple de parler de l'alphabétisation, c'est vrai que ce sont des écoles. Mais si elles le font, c'est peut-être parce que l'État n'a pas pu le faire. Et pourtant, il y a des domaines régaliens. Je veux dire, c'est à l'État de mettre en place une base d'alphabétisation générale. C'est à l'État de mettre des infrastructures de base. Et comme ça, il pourrait avoir cette bonne répartition des tâches. Non, à l'État son travail, au secteur privé son travail. Parce que le secteur privé ne peut pas tout faire, tout simplement du fait que les enjeux, et en tout cas les intentions ne sont pas les mêmes. Dans le secteur privé, et ce n'est pas malhonnête, on cherche à gagner de l'argent. Tout à fait. L'État, il ne cherche pas nécessairement à gagner de l'argent. Tout à fait. Il fait ça parce que c'est l'État. Tout à fait. Je pense que vous notez un peu, si vous voulez, la problématique des biens publics. On est tout à fait d'accord. Il y a des biens tels que la sécurité qui sont des biens publics. Il y a des fonctions de souveraineté que seulement l'État peut en fait accomplir. Je crois et en Afrique, on a l'impression que c'est le libéralisme à tout craint. À cause justement de l'échec des États, le secteur privé envahit tous les domaines. Oui, ben, je pense que utiliser le terme envahi, à mon avis, est un peu péjoratif. Je crois qu'il y a quand même le vrai débat ici n'est peut-être pas binaire, dans le sens que il y a quand même des endroits où il peut y avoir des partenariats publics-privés. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, je crois que quand même il faut aller trouver les solutions où elles sont. C'est-à-dire que si aujourd'hui nos États ont des difficultés, je pense qu'il est tout à fait normal que les acteurs dans la société qui peuvent avoir les ressources et les compétences pour aider participent. Et moi, je ne vois pas ça comme étant un néolibéralisme effréné. Je vois ça comme étant un pragmatisme qui dit qu'on a des problèmes dont on a besoin de solutions aujourd'hui. Et si aujourd'hui la solution c'est de travailler avec le secteur privé, autant le faire. Et je ne suis pas aussi forcément partisan d'un État absent qui n'existe plus, qui quelque part se cache. Non, je pense que, d'ailleurs quand on parle encore du Rwanda, c'est un pays où l'État est vraiment présent. Je crois que le but du débat ici, ça doit être d'essayer de rétablir l'équilibre. Je crois que parce que la conversation depuis les 50 dernières années a tellement été orientée institutions de Bretton Woods et État, aujourd'hui, quand on parle de vouloir rétablir l'équilibre, il faut peut-être promouvoir un peu trop le secteur privé. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas son rôle, mais ça veut dire que les trois doivent être assis à la table ensemble. Je pense que c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, M. Gakou, pour cet entretien. Merci infiniment.